Shura, le saint se voulant être le plus fidèle envers Athéna. Cet épisode a été diffusé le 6 février 1988. Or, dans le manga, via le chapitre 41 avec Excalibur, ressemblant davantage au conte Dooku dans Star Wars. Au final, Shura, la version animée, dans le manga, Ikki et Seiya se livrent un combat bien disputé. Déjà, les deux saintes font jeu égal avec leur technique s'attaquant à l'esprit. Mais, malgré la trop grande assurance de Phoenix, voire même un petit peu de la vantardise. Bonjour, alors voici la V2 de la troisième partie des Gold Saints alias les Chevaliers d'Or. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une V2 pour cette vidéo? Effectivement, j'ai commencé cette chaîne il n'y a pas très longtemps, donc vous regardez les premières vidéos, peut-être que vous verrez, enfin j'espère que vous verrez en tous les cas qu'il y a eu des améliorations, mais il y avait une vidéo qui me posait vraiment beaucoup de problèmes sur ma chaîne, et bien c'était la 9ème, donc sur la partie des Chevaliers d'Or, partie 3. Pourquoi elle me posait problème? Parce que cette vidéo, elle cristallisait tous les défauts de ma chaîne. C'est-à-dire que des fois, tu avais des extraits vidéo, mais le son était atroce. On avait des musiques qui étaient beaucoup trop fortes. Il y avait des réenregistrements. Il y avait une phrase qui commençait avec un son, et ensuite c'était un autre son. C'était juste atroce. Cette vidéo, ça a été un carnage. Pourquoi est-ce qu'elle a été un carnage, cette troisième partie? C'est parce qu'en fait, j'ai sorti la vidéo du film Asgard. J'ai eu beaucoup de commentaires me disant que au niveau de la prononciation, au niveau des noms, c'était vraiment pas top. Ce qui fait que pour cette vidéo, la 9ème, j'ai essayé d'améliorer rapidement avant sa sortie. Le problème, c'est qu'au lieu de tout réenregistrer, j'ai enregistré que quelques parties et ça donnait un résultat absolument dégueulasse et je m'en veux beaucoup. Du coup, cette vidéo, à chaque fois que je voyais de nouveaux commentaires ou des personnes pouvant peut-être découvrir ma chaîne à travers cette vidéo, ça me posait beaucoup de problèmes et j'ai préféré en fait tout refaire. Donc voilà, j'ai réenregistré le son, j'ai fait un meilleur montage, en tout cas je pense, et puis j'ai mis à jour quelques informations car il y avait quand même 2-3 erreurs sur la première version, donc voilà, j'ai un petit peu corrigé, notamment sur le réalisateur de l'épisode 72, donc j'ai enlevé cette fausse information. Effectivement, j'avais dit que Yamauchi était le réalisateur, en fait non. Il avait écrit le storyboard, mais ça s'arrêtait là. Donc voilà, j'ai effectivement gommé quelques petites erreurs. Voilà, en tout cas, je m'excuse énormément pour la première version, donc pour moi c'était un ratage complet, et quand je vois le nombre de vues de cette vidéo, je comprends pas, donc elle n'aurait jamais dû avoir autant de vues, et je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance pour la première version, donc je vais tâcher de faire de mon mieux pour les prochaines vidéos, et voilà. En tout cas, bon visionnage pour cette nouvelle version, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et ciao! Et voici donc la dernière partie des Chevaliers d'Or. La fin de cette grande traversée arrive à grands pas. Aiolos, un cas très particulier que le saint du Sagittaire, puisqu'il n'apparaît qu'exclusivement dans les flashbacks. Bien qu'absent dans le présent, l'esprit d'Aiolos est plus qu'ancré chez nos héros, en particulier pour Seiya. Ce saint a eu le malheur d'être pris pour cible par le grand Pop, alias Saga, au moment où celui-ci s'apprête à tuer Athéna. La situation s'apprécie d'autant plus que lorsqu'on sait qu'Aiolos et Saga étaient tous les deux pressentis pour devenir le grand Pop, seulement le grand Pop choisit Aiolos car il avait déjà décelé une part d'ombre chez Saga. L'idée de voir opposer Saga et Aiolos devenait alors cohérent. Aiolos mourra de ses blessures en voulant mettre Athéna à l'abri. Pour cela, le redoutable Shura y contribue, mais nous y reviendrons plus tard. On ne sait d'ailleurs pas où gît exactement le corps d'Aiolos. Logiquement, il est supposé mourir peu après sa rencontre avec Mitsumasa Kido. Toutefois, devant cette ambiguïté, l'anime nous fera quelque peu douter le temps de 2 épisodes sur son sort. D'une manière ou d'une autre, pendant sa fuite, Aiolos a trouvé le temps d'écrire son ultime testament à la nouvelle génération de saints protégeant Athéna. Là encore, avec Saint Seiya 0, oui, c'est beaucoup plus clair
quant à savoir comment il a effectué son dernier testament. Aiolos dispose de deux voix. D'abord, il est incarné par Masahiko Okura, qui le double lors des flashbacks avec Aiolos enfant, et ensuite il est définitivement incarné par Yusaku Yara, et ce jusqu'à Soul of Gold. Son absence dans cette partie Hades est aux premiers abords surprenante. La réponse du maître est la suivante. Pourquoi ne pas avoir ajouté Aiolos parmi les autres saints ressuscités? Aiolos n'étant pas mort à la même époque que Saga et ses compagnons, il semblait un peu hors de propos parmi eux. De plus, je voulais que Saga soit suivi par les membres de son groupe comme un leader plus âgé. Si Aiolos avait été ramené à la vie, il aurait probablement fallu qu'il s'oppose à Saga. Difficile de les imaginer côte à côte dans ce passage, non? C'est ma foi juste, mais du coup, cela fait bizarre aussi de voir Sion et Saga dans ce même groupe, non? Bien qu'ils apparaissent très peu de temps ensemble, j'en conviens. L'une des particularités, bien entendu, c'est la clause du Sagittaire, clause qui viendra avant tout pour remettre à Aiolia sur le bon chemin. La Toei jouera à fond par l'intermédiaire des films sur cette clause, qui peut s'avérer être l'armure ultime de Seiya, tant on peut y voir un aspect très digne. Quoi de mieux que de l'utiliser pour Seiya, tout du moins dans les films d'animation. Dans le manga, Masami Kurumada utilisera cet élément avec parcimonie. D'ailleurs, Seiya ne doit compter que sur lui-même lors de la traversée du sanctuaire. Et dans l'arc Hades, la clause du Sagittaire est inutile face à Thanatos. Contrairement à ce que l'on peut entendre souvent, Masami Kurumada avait dès le début prévu de se servir des 12 constellations du manga, et non exclusivement de celle du Sagittaire, qui est son signe zodiacal pour info. Je suppose que vous n'aviez pas prévu au début de faire figurer tant de clauses, n'est-ce pas? Si, c'est quelque chose qui était prévu dès le début. Après tout, les constellations du zodiaque sont les plus simples à utiliser, et des noms comme Léo ou Sagittarius ont de la classe. En principe, c'est le genre de constellation que l'on pourrait être tenté d'utiliser dès le début, mais je voulais absolument les garder pour les ennemis puissants qui arriveraient plus tard dans l'histoire. Je n'avais pas l'intention de m'en servir immédiatement, et c'est pourquoi j'ai choisi les constellations comme Pégase ou le cygne parmi ce qu'il restait. Malgré tout, Aiolos viendra faire un ultime coucou lors de la destruction du mur des lamentations. Aiolos peut être considéré comme un ancêtre de Seiya, même s'ils n'ont aucun lien parenté, je précise, ayant donné sa vie pour Athéna, et au lieu de supprimer cette affaire, Saga a créé indirectement la relève en tuant Aiolos. Lors de la traversée des 12 maisons, le manga ne s'attarde pas vraiment sur la maison du Sagittaire. Le lecteur ne peut que se questionner sur leur passé, puisqu'aucun combat n'a lieu. Dans l'animé, bien que cela soit tiré par les cheveux, après tout, comment fait un mort pour véhiculer son cosmos dans sa maison? Ou alors est-ce que c'est comme dans Hunter x Hunter? Mais là, quoi qu'il en soit, la flèche du Sagittaire ouvre un passage où les saints doivent faire face à des obstacles, le tout pour tester leur détermination. À vrai dire, j'aime profondément la scène du ravin, où Seiya est à bout de force et pleure sur son impuissance. Honnêtement, ça ne vous est jamais arrivé d'être à bout sur un obstacle infranchissable? Cette scène est poignante et met plutôt bien en valeur la résolution. Notons que les bronzes vont être vaincus dans le même ordre de ce qui va devenir après. Zut. La maison du Sagittaire signe là un bel hommage à cet ancien héros. Et peu après cette maison, où tous les bronzes sont enfin réunis, enfin debout quoi, parce que sinon ça serait dans la maison de la balance, les choses sérieuses peuvent commencer. Shura. Alors là, je l'avais rapidement évoqué dans une ancienne vidéo, mais pour moi, il y a clairement deux versions de Shura, à savoir l'adaptation animée et celui du manga. La Toei Animation tenait en effet à lui donner un background bien précis pour justifier sa technique Excalibur. L'anime fera donc de Shura le saint se voulant être le plus fidèle envers Athéna. Cet épisode a été diffusé le 6 février 1988. Or, dans le manga, via le chapitre 41, publié en 3 parties, la dernière partie date du 1er décembre 1987. Et c'est bien là le drame,
puisqu'Aphrodite révélait qu'ils étaient 3 à se douter que le grand Pope était un imposteur, et cite donc Death Mask, ce qui n'étonne personne, mais également Shura. Évidemment, la Toei Animation gommera ce dialogue dans l'épisode 70. Voilà pourquoi je dis qu'il y a 2 versions de ce personnage. Après, ce n'est que mon ressenti, et je suis ouvert à toute forme de dialogue. Par la suite, le manga fait de Shura le tueur d'Aiolos. Il est présenté ainsi dès la première page, où l'auteur révèle son apparence. C'est donc étrangement Shiryu à qui incombe le devoir de venger Aiolos. Bien que le passage est souvent critiqué par les fans, l'anime rajoute judicieusement un flashback où on peut y voir une courte confrontation entre Aiolos et Shura. Dans l'Outside Story, Shura et Aiolos étaient amis. Shura voyait en Aiolos une sorte de grand frère, mais ça, c'était avant que ceux-ci ne s'affrontent lors de la fameuse nuit. Le combat entre Shura et Shiryu est probablement l'un de mes favoris. Déjà, voir la cloche du dragon tomber aussi facilement, c'est réellement quelque chose d'impressionnant à voir. Shura est réellement impressionnant via son Excalibur qui a des allures de loin de Shuto. Shiryu puise dans ses inépuisables ressources pour reprendre le dessus, notamment grâce au Shinken Shira Hadori, une technique de budo japonaise très célèbre. La fin du combat est exceptionnelle. À l'instar du sacrifice de Cassius, il est difficile de ne pas être ému par le sacrifice de Shiryu, probablement l'un des plus beaux épisodes en émotion, avec en fond Shunrai et Doko en pleurs. C'est imparable. Fait rare, mais le casque de Shura est modifié dans l'adaptation animée, couvrant la totalité de la tête à l'instar du taureau. Une modification qui sera simplement annulée dans les OAV de Junikyu. Et chose peu courante, mais dans le teaser, pour représenter le futur épisode 65, nous avons droit à une petite animation entre Shiryu et Shura qui ne sera pas utilisée dans l'épisode final. Et ironie du sort, cette séquence apparaîtra dans l'épisode 67, moment où Hyuga songe à ses amis. Parmi les autres modifications, dans l'anime, Shiryu coupe le bras de Shura pour parvenir à utiliser le Rosan Koryuha, alors que dans le manga, Shiryu passe juste derrière et au plat. La version animée a plus de sens pour moi du coup, mais le bras de Shura revient miraculeusement quand il est ressuscité. Concernant le nom de Shura, celui-ci devait aller sur le Saint des Gémeaux, mais lorsque j'ai commencé à penser au Saint des Gémeaux, j'ai d'abord envisagé de le nommer Shura. Mais comme ce nom venait du mot Ashura, il renvoyait le sentiment d'un être aimant la guerre. Vu que ce nom me plaisait, je me suis dit qu'il était très approprié pour l'homme ayant abattu Aiolos. Je m'en suis donc servi pour le saint du Capricorne. Bien plus tard, l'âme de Shura vient en aide à Shiryu, d'abord dans l'arc d'Asgard, mais surtout plus tard, lorsque le dragon fait face à Krishna. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours rêvé d'une confrontation entre Shura et Krishna. Voire même plus loin face à Gordon, le très sous-estimé spectre du Minotaure qui détient là une terrible hache. Alors que dans les autres œuvres dérivées de Saint Seiya, nous avons Elcid et Izu qui se rapprochent pas mal de Shura. Mais dans Saint Seiya Omega, c'est assez couillu de pondre un antagoniste du Capricorne n'ayant aucun lien ou de loin avec Excalibur, ressemblant davantage au comte Dooku dans Star Wars. Au final, Shura, la version animée, est sans aucun doute un de mes gold favoris, cet homme croyant être le plus fidèle protecteur et failli même tuer Athéna dans la foulée, avant qu'un étrange pressentiment ne débute. Une fin en toute émotion et forcément, ça m'attire. Camus. En voilà un personnage populaire, sans doute l'un des personnages les plus populaires de Saint Seiya d'ailleurs. C'est super difficile d'en parler du coup. Déjà, la très belle maison du Verseau, son architecture semble s'être inspirée du Tempietto de Bramante de Rome. Merci au scribe du sanctuaire. Alors, par où commencer? Oui, Camus est le véritable maître de yoga dans le manga. Oui, son nom vient d'Albert Camus, mais tout ça, vous le savez déjà. Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que l'épisode où il apparaît pour la première fois a marqué toute une génération de fans. L'épisode 47, réalisé par Tomoharu Katsumata, véritable vétéran de l'animation, il a participé à de grands projets
tels que l'Arcadia de ma jeunesse, le film emblématique sur la jeunesse d'Harlock. Il a participé à la réalisation de quelques épisodes de Mazinger, Gator Robot, bref, un grand homme, même si sa réputation sera quelque peu entachée par les OAV du Mekai. Mais ceci est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il signe là son ultime épisode de Saint sur la série d'origine pour un résultat bluffant. C'est bien simple, il figure parmi mes épisodes favoris. Yoga est dans un état inhabituel, car, se refusant à affronter son maître, la colère monte toutefois lorsqu'il apprend que c'est lui qui a englouti le bateau où reposait la mère du jeune saint. Camus est implacable, il veut protéger son élève car le sachant trop émotif sur les problèmes actuels. Son entraînement est très rude, d'autant que quelques Gold Saints se révéleront par la suite très impulsifs et émotifs comme Aeolia par exemple. Il dispose de très belles techniques visuellement, la chorégraphie de l'Aurora Execution, juste magnifique. Cette technique deviendra la pièce maîtresse de Yoga à travers ses prochains combats. Comment ne pas citer le Freezing Coffin, impressionnant lors de sa première utilisation pour déjouer ce rocher d'apparence indestructible. Par la suite, Yoga parviendra à le détruire à lui seul. Quant à sa dernière utilisation en date, c'est Minos qui le détruit, affirmant ainsi l'appartenance de son rang comme étant le plus élevé chez les spectres. Le second round est bien qu'expéditif, ne manque pas d'intensité et témoigne de ce gâchis de voir partir un être aussi bon que Camus à cause des ambitions du grand pop. Notons que la musique utilisée aussi bien dans le très beau épisode 47 que dans l'épisode 67 est Mitsu no Aria, une musique extrêmement forte et importante pour tout fan de Camus qui se respecte. Camus et Shura sont ressuscités lors de la saga Hades et seconde saga, bien que très puissants, comme chacun le sait, ils font office de faire-valoir par rapport à Saga. Malgré tout, ils sont de véritables renforts, le lecteur connaissant très bien la droiture de Camus et un peu celle de Shura du coup, et évidemment on ne peut que se questionner sur leur motivation. Leur véritable coup d'éclat est chez Pandore, Sélos est vite balayé par Camus, les retrouvailles, enfin les adieux définitifs de Yoga et Shiryu est splendide, et que ce soit en manga ou en animé, les saints sont renforcés à jamais. Merci Camus. Concernant le seiyuu de Camus, c'est assez particulier. Le grand Rokuro Naya l'incarnait très bien dans la série d'origine. Vous l'avez peut-être entendu dans Full Metal Alchemist Brotherhood d'ailleurs. Dans Saint le comédien était beaucoup plus âgé que ses compères, et ça s'en ressentait sur Camus. Lors des OAV du Junikyu, il fut remplacé par un comédien plus jeune, à savoir Nobutoshi Kana, pour un résultat très différent mais très correct. Aphrodite, un cas très à part, c'est clairement l'un des personnages les moins appréciés des Gold Saints, et pourtant il y a des choses à dire sur lui. Le personnage est inspiré de Napoléon Valois de Rin Kakero, tout en déplaçant le grain de beauté, lui-même étant un clin d'œil de Kurumada à Oscar François de Jarget. A noter qu'Aphrodite est suédois, ce qui peut être une coïncidence, mais Anne-Axel von Fersen, l'amant de Marie-Antoinette et ainsi que le dernier rempart de la reine, et comme par hasard, Aphrodite est le dernier soutien du pop lors de la traversée du sanctuaire. Monsieur de Fersen, sire. Alors déjà, pourquoi il utilise des roses? La constellation du poisson représente Aphrodite et son fils Eros qui fuyait le géant Typhon. Le symbole de la déesse Aphrodite est la rose. On peut y voir une analogie à travers les couleurs utilisées pour chacune d'entre elles. La rose rouge agit comme un banc de méduse, la rose noire comme un piranha, la rose blanche comme une raie manta. Un coup de queue en plein cœur si vous préférez. Dans les temps mythologiques, Aphrodite n'avait pas que des roses blanches, mais elle était tombée amoureuse d'un humain. Le bel Adonis, Arès, jaloux, envoya un sanglier renverser son rival, qui mourut dans une mare de sang. Pour lui rendre hommage, Aphrodite trempa les roses blanches dans le sang, et c'est ainsi qu'apparurent les roses rouges.
Alors oui, déjà, je dois le dire tout de suite, je sais que ça va faire bizarre, mais tant pis, mais j'aime beaucoup le combat entre Shun et Aphrodite. Enfin, fan du combat, surtout pour l'épisode 70 qui a un punch de fou, même encore aujourd'hui. Donc pourquoi j'aime ce combat? Déjà, il s'agit de la première réelle victoire de Shun dans cette bataille. Oui, car bon, c'est pas tout à fait la même chose pour moi d'affronter un Gold qui se bat à distance. Et en ça, je pardonnerai jamais au film Sanctuary d'avoir zappé le combat Aphrodite et Shun. Mais bon, ne tirons pas sur des ambulances. Dans le combat, il y a un contexte assez inédit. Yoga et Shiryu sont supposés être morts pour les fans, et Seiya est mis KO par les roses démoniaques d'Aphrodite, qui peut donc sauver Seiya. Eh bien, Shun fort logiquement, donc non seulement il doit vaincre Aphrodite, mais il a l'obligation de sauver Seiya derrière. Évidemment que vous le savez tous, ce n'est pas Shun qui viendra en aide à Seiya, mais pendant le combat, comment ne pas penser autrement? Le combat entre Aphrodite et Shun nous permet d'en savoir plus sur l'île d'Andromède. Masami Kurumada révèle enfin l'entraînement du Saint, un moment inattendu. Il faut dire que dans le manga, Shun ne se prive pas pour dire que l'une de ses motivations lors de la traversée était d'affronter Aphrodite. En effet, le lecteur avait un début de piste lorsque June rejoint Shun. D'ailleurs, Masami Kurumada n'avait pas dessiné de décor. Or, on découvrira que cela se passait finalement dans la chambre de Shun. Dans l'anime, c'est Aphrodite qui fait le rapprochement entre Shun et son maître, et fait donc part de la terrible révélation. En effet, ce n'est pas Milo l'assassin de son maître, mais Aphrodite. Si j'avais dit que Death Mask via l'adaptation animée avait fait beaucoup de bien à sa popularité, ici c'est malheureusement l'inverse dans l'anime. Voici ce que nous disa Kawata, le producteur de TV Asahi, à Kurumada lors du Jump Gold Selection. Le contraire de ceci est, en dépit de ce qu'on aurait pu penser, Aphrodite. En effet, ce personnage n'est pas très populaire. Non, je pense qu'il doit avoir sa part de succès, mais qu'il a peut-être du mal à progresser à cause de son combat avec Shun. Et le premier épisode est malheureusement dirigé par Shizuo Kawai, ce qui n'arrange en rien la popularité de ce combat. Pourtant, j'insiste, revoyez l'épisode suivant. D'ailleurs, les épisodes animés par Nobuyoshi Sasakado sont vraiment très bons généralement. Oui, il y a pas mal de talents qui se cachent derrière le tandem Araki-Himeno. Le combat est l'occasion de voir Shun avec ses meilleures techniques. D'abord, on revoit la très puissante hélas contrée par cette mystérieuse rose rouge. Et ensuite, bon sang, les roses piranha. Cela m'a toujours impressionné. La chaîne d'Andromède tombe. La technique aurait dû alors tuer logiquement Shun. En parlant de technique du poisson, notons la grande sensualité qui ressort de la voix de Keishi Namba lorsqu'il utilise les Royal Demon Rose. Et là, généralement, vous avez toujours en IRL quelqu'un pour vous dire que Shun est le premier bronze à avoir atteint le 7e sens. Et ben là, c'est à moi de le dire, oups. Une information intéressante car les chaînes d'Andromède emprisonnaient alors le véritable potentiel de Shun. Celui-ci n'ayant plus son arme de prédilection, il voit donc jaillir en lui une nouvelle puissance. Ça ne sera pas la première fois que Masami Kurumada utilise ce procédé. On retrouvera cela notamment avec Krishna qui, une fois dépossédé de sa lance d'or, fait jaillir à son tour son véritable pouvoir. Même chose avec Charon, mais Aphrodite dispose de son ultime rose et probablement la plus populaire, la Bloody Rose, un coup quasi imparable s'il n'y avait pas le bouclier de Mu en face. C'est donc un joli match nul que nous avons là pour conclure la traversée des 12 maisons. Pour terminer avec les autres déclinaisons de Sainte, alors si j'aime énormément Amor dans Sensei Omega, pour un tas de raisons, déjà j'ai toujours trouvé bizarre que le dernier Gold Saint ne soit pas le plus redoutable dans le manga. Avec Amor, c'est véritablement le dernier rempart et il dispose de nombreux pouvoirs et joue des sales tours à Koga et Yuna notamment. Mais bon, ça, ce sont mes goûts. Et évidemment qu'aujourd'hui, oui, Albafika, le Gold Saint des poissons, est le plus populaire. Il entreprend de rencontrer l'escouade de Minos. Le combat est très original et Teshirogi utilise le poisson comme élément de solitude au personnage, son corps étant toxique et ayant tué son maître par incident. Il refuse ainsi tout contact extérieur, une idée ma foi fort ingénieuse. Cette personnalité et son sens du sacrifice font de lui l'un des personnages favoris du manga de Lost Canvas. Et là, c'est incroyable,
Marine surgit des buissons et Seiya est sauvé. Cela dit, tout cela a du sens. Déjà, l'anime nous fait ressurgir un ancien ennemi exclusif à ce format, Phyteon, qui manifestement connaît le passage secret des 12 maisons, un alibi plus que pratique pour faire surgir Marine au bon endroit. D'ailleurs, on peut noter que Phyteon est vraiment très puissant puisqu'il parvient à blesser Shaina quand même. En prêtant son masque et en agrippant Seiya de la sorte, nul doute que pour le lecteur ou le spectateur, Marine est la véritable sœur de Seiya. Comment douter à ce moment-là? Et pourtant, ça ne sera jamais le cas. Et c'est ça qui est incroyable. Et là oui, la vidéo va être longue. On arrive vers l'ultime maison, le temple du grand pop. Alors que nous avons vu plusieurs fois le grand pop hystérique de la situation, c'est soudainement un autre grand pop qui apparaît, celui incarné par le CU, la stupéfaction de Seiya lorsqu'il découvre que le coupable de cette bataille semble être désolé de tout cela, et voire même décide de l'aider, une situation totalement inattendue que personne pouvait prévoir. Mais le secret des Gémeaux réside justement sur ces deux personnalités opposées. Notons qu'il y avait une inspiration autour du manga très gore Urotsuki Doji. Le changement de couleur de cheveux au même titre que Dragon Ball avec Super Saiyan est un choix graphique. Par ailleurs, Masami Kurumada joue sur la dualité blond bien et brun égale mal, tout simplement. Si Saga se prend pour un dieu, il n'y a toutefois pas de possession divine, chose indiquée par Doko et Mu dans le tome 13. Il faudra attendre Saint Seiya Origin pour en savoir un peu plus sur l'identité maléfique qui manipulait Saga. Il s'agissait de Ker, la sœur de Thanatos et Hypnos, mais qui ne le possédait pas totalement. Une révélation qui met fin alors à toute ambiguïté. Non, parce que Hades qui changeait les couleurs des cheveux de Shun et Ikki qui constatait que ce phénomène était très similaire à Saga. Oui, j'ai longtemps pensé plus jeune que c'était Hades qui était dans le coup, mais bon, ça n'aurait eu aucun sens vu que Saga voulait surplanter Zeus ainsi qu'Hadès. La situation devient ingérable pour Seiya qui échappe de peu à l'Another Dimension grâce au bon Saga. Quand je vous disais que cette technique n'a jamais marché, la fin de ce premier épisode dans l'anime provoque un suspense sans précédent puisque Seiya se voit privé de ses premiers sens et Saga n'en a pas encore terminé. Comment faire? Ikki revient dans le monde des vivants, le manga prend son temps pour lui faire rencontrer ses frères. C'est d'ailleurs ainsi qu'on sait comment Shura a prêté sa clause pour sauver Shiryu, alors que l'anime lui ne s'attarde malheureusement pas sur cet élément, pourtant très important. L'épisode 72 a été diffusé le 26 mars 1988, tandis que le chapitre 43 du manga est sorti le 5 janvier 1988. L'anime rattrapait prodigieusement le manga, et c'est une des raisons de l'existence du chapitre Asgard d'ailleurs. Vous vous en doutez bien que la Toei Animation a toujours un sacré épisode d'avance au moment de la diffusion d'un épisode. Et à partir de là, le scénario entre le manga et la version animée est très différent, pile au moment de la troisième partie du chapitre 43, publié chez le Weekly Shonen Jump le 19 janvier 1988. Car dès qu'Ikki rejoint le champ de bataille, tout est différent. Dans le manga, Ikki et Saga se livrent un combat bien disputé. Déjà, les deux saints font jeu égal sur leur technique s'attaquant à l'esprit, mais malgré la trop grande assurance du Phénix, voire même de la vantardise sur le combat, il ne peut masquer son infériorité sur le plan physique. Et contrairement à l'anime, sa technique favorite n'atteindra jamais Saga. Le manga nous dévoile la plus puissante technique de Saga. L'explosion galactique. Ikki l'a subie 2 fois et c'est lors de la seconde fois qu'on croit véritablement à sa mort. Et oui, lorsque Shun est surpris de voir Ikki chez Poséidon, c'est uniquement pour cette raison, parce qu'il croit que son frère est bel et bien mort cette fois-ci. Au lieu de cela, il s'agissait de Kasa. Saga, dans la foulée, est démasqué par Doko et les autres. Mais ce dernier n'a plus rien à perdre. Seiya se relève une nouvelle fois. Le doute envahit l'esprit de Saga. Et par la cosmo-énergie de tous les bronzes, oui, j'ai bien dit tous, Seiya décoche un ultime Ryu Seiken. Et là,
Saga et Mikao et Seiya en profitent pour sauver Athena via son bouclier. Nous avons de nombreux flashbacks nous indiquant d'importantes informations. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Aiolos et Saga étaient les dignes successeurs du Grand Pop, en plus d'être les moins jeunes de cette caste. Saga est néanmoins démasqué par le Grand Pop et il le tue froidement. Avant sa mort, le Grand Pop nous donne un sérieux indice sur la prochaine guerre sainte sur Hadès, car l'inclinaison des étoiles polaires, eh bien c'est d'Hadès dont il s'agit. Et en ça, Masami Kurumada est un formidable conteur. Et surtout, il avait planifié de nombreuses choses en avance. Et ceci en est un bel exemple. Malgré tous les coups reçus, l'utilisation du bouclier d'Athéna qui rejette définitivement l'esprit maléfique qui était en Saga, Saga n'est pas mort et va à la rencontre de Saori pour se suicider devant elle. Avec Saint-Seiya Origin, cela devient extrêmement clair. Vous l'aurez compris, la fin du manga est riche en rebondissements et dispose d'un excellent scénario. Et malgré tout l'amour que j'ai pour l'épisode 72, qui est un de mes favoris, car celui-ci n'avait probablement pas connaissance lors de son élaboration des nombreux éléments de Masami Kurumada. Malgré tout, l'ambiance est poignante. Il n'y a pas une minute à perdre, le temps presse. Ikki sert de bouclier à Seiya et pleure devant Saga la mort de ses compagnons. Le Galaxian Explosion n'existant pas à ce moment-là, c'est donc une nouvelle fois l'Another Dimension qui est utilisé face à Ikki. Ce dernier bénéficiant des ailes du Phénix, l'absence du Galaxian Explosion pose d'ailleurs problème, car dans l'anime, lorsqu'Ikki croise Kanon, vu que c'est avec l'utilisation de cette technique qu'il fait le rapprochement, ça pose problème. Et là, impossible de ne pas revenir sur les dernières minutes de l'épisode 72. Saga détruit partiellement son temple, permettant de mieux déstabiliser Ikki. La musique hurle à Seiya de se dépêcher. Ses amis qui sont avec lui par la pensée via une magnifique scène pouvant rappeler le premier film. Seiya parvient à sauver in extremis Athéna, mais Saga est toujours debout. Croyant dans un premier temps que Pégase a échoué, le combat semble se poursuivre inlassablement avec un Seiya plus mort que vif, pendant que Saori, elle traverse à pied les 12 maisons du Zodiac. J'avais essayé de me dire qu'en réalité, le combat entre Ikki et Saga avait duré très longtemps, voire toute la nuit, mais en fait non, ça ne pouvait pas coller, puisqu'au moment où Ikki arrête Saga, que lorsque le combat reprend, Saga est à la même place. Bref, une belle incohérence dont ce serait bien passé. Le Saga maléfique est démasqué par toute la chevalerie, ou ce qu'il en reste. Un petit combat inutile entre Yoga, Shiryu et Shun arrive, histoire de nous montrer à quel point Saga est invincible. Mais malgré tout, Seiya, à l'aide de Cosmo de ses amis, qui parvient à lui extirper le mal qui est en lui. Saori tient là des paroles bien justes à l'encontre du monde que veut créer Saga. Saga, 愛もなく正義もなく、ただ強い者が治め、邪悪に染まりながらも生きながらえようとするこの地上ならば、私はあえて言いましょう。滅びてもよいと。なんだと。そんな世界に来て何の意味があるのでしょう。Eh ben dis donc, elle t'a bien défoncé. La fin a souvent fait débat. Est-ce que Saga s'est suicidé ou est-ce que c'est Athéna qui a porté son coup? Si on en croit la position de Saga, on peut y voir le paradoxe, car en effet, un point est dressé sur Athéna alors que le second tient l'armement niqué pour se porter lui-même le coup. Une fin quelque peu décevante, vous l'aurez compris, par rapport au manga qui, lui, nous livre quelques secrets. Et même, techniquement, il y a quelques petites erreurs sur le dernier épisode. Par exemple, l'épaulette de Seiya toute neuve, quelques erreurs de coloration. Ce passage où l'épaulette et le poignet de Seiya sont brisés est supposé arriver après le dialogue de Saga. Bien que beau pour un épisode de signé Shizuo Kawai, en fait, il a été énormément corrigé dans cet épisode. Le résultat n'est hélas pas à la hauteur. D'ailleurs, le jeu Pachinko prend un malin plaisir à nous offrir des scènes issues de la fin du manga. La plupart des jeux sont bien embêtés d'ailleurs sur cette fin et reprennent assez souvent celle de l'anime. Malgré tout, j'aime avant tout l'avant-dernier épisode malgré sa trop grande liberté avec le manga et la pression, ce suspense magnifiquement retranscrit, nous faisant sentir qu'il n'y a pas une minute à perdre. Voilà, ce fut long, mais la bataille du sanctuaire est terminée. Eh bien, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Nébulaire.